Une vie, par Guy de Maupassant. Chapitre 13. La voiture s'arrêta 2 heures plus tard devant une petite maison de briques bâtie au milieu d'un verger planté de poiriers en quenouille sur le bord de la grande route. 4 tonnelles en treillage habillées de chèvrefeuilles et de clématites formaient les 4 coins de ce jardin disposé par petits carrés à légumes que séparaient d'étroits chemins bordés d'arbres fruitiers. Une haie vive très élevée entourait de partout cette propriété qu'un champ séparait de la ferme voisine. Une forge la précédait de 100 pas sur la route. Les autres habitations les plus proches se trouvaient distantes d'1 kilomètre. La vue alentour s'étendait sur la plaine du pays de Caux, toute parsemée de fermes qu'enveloppaient les 4 doubles lignes de grands arbres enfermant la cour à pommiers. Jeanne, aussitôt arrivée, voulait se reposer, mais Rosalie ne le lui permit pas, craignant qu'elle se remît à rêvasser. Le menuisier de Goderville était là, venu pour l'installation, et on commença tout de suite l'emménagement des meubles apportés déjà, en attendant la dernière voiture. Ce fut un travail considérable, exigeant de longues réflexions et de grands raisonnements. Puis la charrette, au bout d'1 heure, apparut à la barrière et il fallut la décharger sous la pluie. La maison, quand le soir tomba, était dans un complet désordre, pleine d'objets empilés au hasard, et Jeanne, harassée, s'endormit aussitôt qu'elle fut au lit. Les jours suivants, elle n'eut pas le temps de s'attendrir tant elle se trouva accablée de besogne. Elle prit même un certain plaisir à faire jolie sa nouvelle demeure. La pensée que son fils y reviendrait la poursuivant sans cesse. Les tapisseries de son ancienne chambre furent tendues dans la salle à manger, qui servait en même temps de salon, et elle organisa avec un soin particulier une des 2 pièces du premier, qui prit en sa pensée le nom d'appartement de poulet. Elle se réservait la seconde, Rosalie habitant au-dessus, à côté du grenier. La petite maison, arrangée avec soin, était gentille, et Jeanne s'y plut dans les premiers temps, bien que quelque chose lui manquât dont elle ne se rendait pas bien compte. Un matin, le clerc de notaire de Fécamp lui apporta 3 600 francs, prix des meubles laissés au peuple et estimés par un tapissier. Elle ressentit, en recevant cet argent, un frémissement de plaisir. Et dès que l'homme fut parti, elle s'empressa de mettre son chapeau, voulant gagner Goderville au plus vite pour faire tenir à Paul cette somme inespérée. Mais comme elle se hâtait sur la grande route, elle rencontra Rosalie qui revenait du marché. La bonne eut un soupçon sans deviner tout de suite la vérité, puis quand elle l'eut découverte, car Jeanne ne lui savait plus rien cacher, elle posa son panier par terre pour se fâcher tout à son aise. Et elle cria, les poings sur les hanches, puis elle prit sa maîtresse du bras droit, son panier du bras gauche, et toujours furieuse, elle se remit en marche vers la maison. Dès qu'elles furent rentrées, la bonne exigea la remise de l'argent. Jeanne le donna en gardant les 600 francs, mais sa ruse fut vite percée par la servante mise en défiance, et elle dut livrer le tout. Rosalie consentit cependant à ce que ce reliquat fût envoyé au jeune homme. Il remercia au bout de quelques jours. « Tu m'as rendu un grand service, ma chère maman, car nous étions dans une profonde misère. » Jeanne, cependant, ne s'accoutumait guère à Batteville. Il lui semblait sans cesse qu'elle ne respirait plus comme autrefois, qu'elle était plus seule encore, plus abandonnée, plus perdue. Elle sortait pour faire un tour, gagnait le hameau de Verneuil, revenait par les 3 mares, puis, une fois rentrée, se relevait, prise d'une envie de ressortir, comme si elle eût oublié d'aller là justement, où elle devait se rendre, où elle avait envie de se promener. Et cela tous les jours recommençait, sans qu'elle comprît la raison de cet étrange besoin. Mais un soir, une phrase lui vint inconsciemment qui lui révéla le secret de ses inquiétudes. Elle dit en s'asseyant pour dîner « Oh, comme j'ai envie de voir la mer !» Ce qui lui manquait si fort, c'était la mer, sa grande voisine depuis 25 ans. La mer avec son air salé, ses colères, sa voix grondeuse, ses souffles puissants. La mer que chaque matin elle voyait de sa fenêtre des peuples, qu'elle respirait chaque jour et chaque nuit, qu'elle sentait près d'elle, qu'elle s'était mise à aimer comme une personne sans s'en douter. Massacre vivait également dans une extrême agitation. Il s'était installé dès le soir de son arrivée, dans le bas du buffet de la cuisine, sans qu'il fût possible de l'en déloger. Il restait là tout le jour, presque immobile, se retournant seulement de temps en temps avec un grognement sourd. Mais aussitôt que venait la nuit, il se levait et se traînait vers la porte du jardin, en heurtant les murs. Puis, quand il avait passé dehors les quelques minutes qu'il lui fallait, il rentrait, s'asseyait sur son derrière devant le fourneau encore chaud, et dès que ses 2 maîtresses étaient parties se coucher, il se mettait à hurler. Il hurlait ainsi toute la nuit, d'une voix plaintive et lamentable.
s'arrêtant parfois 1 heure pour reprendre sur un ton plus déchirant encore. On l'attacha devant la maison dans un baril, il hurla sous les fenêtres, puis, comme il était infirme, et bien près de mourir, on le remit à la cuisine. Le sommeil devenait impossible pour Jeanne qui entendait le vieil animal gémir et gratter sans cesse, cherchant à se reconnaître dans cette maison nouvelle, comprenant bien qu'il n'était plus chez lui. Rien ne le pouvait calmer. Assoupi le long du jour, comme si ses yeux éteints, la conscience de son infirmité l'eussent empêché de se mouvoir alors que tous les êtres vivent et s'agitent, il se mettait à rôder sans repos dès que tombait le soir, comme s'il n'eût plus osé vivre et remuer que dans les ténèbres qui font tous les êtres aveugles. On le trouva mort un matin, ce fut un grand soulagement. L'hiver s'avançait, et Jeanne se sentait envahie par une invincible désespérance. Ce n'était pas une de ces douleurs aiguës qui semblent tordre l'âme, mais une morne et lugubre tristesse. Aucune distraction ne la réveillait, personne ne s'occupait d'elle. La grande route devant sa porte se déroulait à droite et à gauche presque toujours vide. De temps en temps, un tilbury passait au trot, conduit par un homme à figure rouge, dont la blouse gonflée au vent de la course faisait une sorte de ballon bleu. Parfois c'était une charrette lente, ou bien on voyait venir de loin 2 paysans, l'homme et la femme, tout petits à l'horizon, puis grandissant, puis quand ils avaient dépassé la maison, rediminuant, redevenant gros comme 2 insectes, là-bas tout au bout de la ligne blanche qui s'allongeait à perte de vue, montant et descendant selon les molles ondulations du sol. Quand l'herbe se remit à pousser, une fillette en jupe courte passait tous les matins devant la barrière, conduisant 2 vaches maigres qui broutaient le long des fossés de la route. Elle revenait le soir, de la même allure endormie, faisant un pas toutes les 10 minutes derrière ses bêtes. Jeanne, chaque nuit, rêvait qu'elle habitait encore les peuples. Elle s'y retrouvait comme autrefois, avec père et petite-mère, et parfois même avec tante Lison. Elle refaisait des choses oubliées et finies, s'imaginait soutenir Madame Adélaïde voyageant dans son allée, et chaque réveil était suivi de larmes. Elle pensait toujours à Paul, se demandant « Que fait-il? Comment est-il maintenant? Songe-t-il à moi quelquefois ?» En se promenant lentement dans les chemins creux entre les fermes, elle roulait dans sa tête toutes ces idées qui la martyrisaient, mais elle souffrait surtout d'une jalousie inapaisable contre cette femme inconnue qui lui avait ravi son fils. Cette haine seule la retenait, l'empêchait d'agir, d'aller le chercher, de pénétrer chez lui. Il lui semblait voir la maîtresse debout, sur la porte et demandant « Que voulez-vous ici, madame ?» Sa fierté de mère se révoltait de la possibilité de cette rencontre, et son orgueil hautain de femme toujours pure, sans défaillance et sans tache, l'exaspérait de plus en plus contre toutes ces lâchetés de l'homme asservi par les sales pratiques de l'amour charnel, qui rend lâches les cœurs eux-mêmes. L'humanité lui semblait immonde quand elle songeait à tous les secrets malpropres des sens, aux caresses qui avilissent, à tous les mystères devinés des accouplements indissolubles. Le printemps et l'été passèrent encore. Mais quand l'automne revint avec les longues pluies, le ciel grisâtre, les nuages sombres, une telle lassitude de vivre ainsi la saisit. Elle se résolut à tenter un grand effort pour reprendre son poulet. La passion du jeune homme devait être usée à présent. Elle lui écrivit une lettre éplorée. « Mon cher enfant, je viens te supplier de revenir auprès de moi. Songe donc que je suis vieille et malade, toute seule, toute l'année, avec une bonne. J'habite maintenant une petite maison auprès de la route, c'est bien triste. Mais si tu étais là, tout changerait pour moi. Je n'ai que toi au monde, et je ne t'ai pas vu depuis 7 ans. Tu ne sauras jamais comme j'ai été malheureuse et combien j'avais reposé mon cœur sur toi. Tu étais ma vie, mon rêve, mon seul espoir, mon seul amour, et tu me manques, et tu m'as abandonné. Oh, reviens mon petit poulet, reviens m'embrasser, reviens auprès de ta vieille mère qui te tend les bras désespérés. Jeanne. » Il répondit quelques jours plus tard. « Ma chère maman, je ne demanderai pas mieux que d'aller te voir, mais je n'ai pas le sou. Envoie-moi quelque argent et je viendrai. J'avais du reste l'intention d'aller te trouver pour te parler d'un projet qui me permettrait de faire ce que tu me demandes. Le désintéressement et l'affection de celle qui a été ma compagne dans les vilains jours que je traverse demeurent sans limite à mon égard. Il n'est pas possible que je reste plus longtemps sans reconnaître publiquement son amour et son dévouement si fidèle. Elle a du reste de très bonnes manières que tu pourras apprécier, et elle est très instruite, elle lit beaucoup. Enfin, tu ne te fais pas l'idée de ce qu'elle a toujours été pour moi. Je serais une brute si je ne lui témoignais pas ma reconnaissance. Je viens donc te demander l'autorisation de l'épouser.
Tu me pardonnerais mes escapades et nous habiterions tous ensemble dans ta nouvelle maison. Si tu la connaissais, tu m'accorderais tout de suite ton consentement. Je t'assure qu'elle est parfaite et très distinguée. Tu l'aimerais, j'en suis certain. Quant à moi, je ne pourrais pas vivre sans elle. J'attends ta réponse avec impatience, ma chère maman, et nous t'embrassons de tout cœur. Ton fils, le vicomte Paul de Lamare. Jeanne fut atterrée. Elle demeurait immobile, la lettre sur les genoux, devinant la ruse de cette fille qui avait sans cesse retenu son fils, qui ne l'avait pas laissé venir une seule fois, attendant son heure, l'heure où la vieille mère, désespérée, ne pouvant plus résister au désir d'étreindre son enfant, faiblirait, accorderait tout. Et la grosse douleur de cette préférence obstinée de Paul pour cette créature déchirait son cœur. Elle répétait « Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas ». Rosalie entra. Jeanne balbutia. « Il veut l'épouser maintenant ». La bonne eut un sursaut. « Oh, madame, vous ne permettrez pas ça, monsieur Paul ne va pas ramasser cette traînée. » Et Jeanne, accablée mais révoltée, répondit « Ça jamais, ma fille. Et puisqu'il ne veut pas venir, je vais aller le trouver, moi, et nous verrons laquelle de nous deux l'emportera. » Et elle écrivit tout de suite à Paul pour annoncer son arrivée, et pour le voir autre part que dans le logis habité par cette gueuse. Puis, en attendant une réponse, elle fit ses préparatifs. Rosalie commença à empiler dans une vieille malle le linge et les effets de sa maîtresse. Mais comme elle pliait une robe, une ancienne robe de campagne, elle s'écria « Vous n'avez seulement rien à vous mettre sur le dos. Je ne vous permettrai pas d'aller comme ça. Vous feriez honte à tout le monde. Et les dames de Paris vous regarderaient comme une servante. » Jeanne la laissa faire, et les deux femmes se rendirent ensemble à Goderville pour choisir une étoffe à carreaux verts qui fut confiée à la couturière du bourg. Puis elles entrèrent chez le notaire, maître Roussel, qui faisait chaque année un voyage d'une quinzaine dans la capitale afin d'obtenir de lui des renseignements, car Jeanne, depuis 28 ans, n'avait pas revu Paris. Il fit des recommandations nombreuses sur la manière d'éviter les voitures, sur les procédés pour n'être pas volé, conseillant de coudre l'argent dans la doublure des vêtements et de ne garder dans la poche que l'indispensable. Il parla longuement des restaurants à prix moyen dont il désigna 2 ou 3 fréquentés par des femmes, et il indiqua l'hôtel de Normandie où il descendait lui-même, auprès de la gare du chemin de fer. On pouvait s'y présenter de sa part. Depuis 6 ans, ces chemins de fer dont on parlait partout fonctionnaient entre Paris et Le Havre. Mais Jeanne, obsédée de chagrin, n'avait pas encore vu ces voitures à vapeur qui révolutionnaient tout le pays. Cependant, Paul ne répondait pas. Elle attendit 8 jours, puis 15 jours, allant chaque matin sur la route au-devant du facteur qu'elle abordait en frémissant. « Vous n'avez rien pour moi, père Malandin ?» Et l'homme répondait toujours de sa voix enrouée par les intempéries des saisons. « Encore rien cette fois, ma bonne dame. » C'était cette femme, assurément, qui empêchait Paul de répondre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner.